On repart les amis, on repart avec Julien Pelfic qui est alors économiste et avocat, c'est ça Julien Non, juste économiste. Juste économiste, associé donc au cabinet Tage qui lui est un cabinet d'avocats. Absolument. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc vous réfléchissez, vous regardez de près ce qui se passe autour des GAFA. Moi, bon, c'est évidemment sujet de fond. On ne va pas ici spéculer sur quelle sera la position de Joe Biden, etc. Mais de toute façon, voilà, il y a un sujet et il y aura sans doute, mais on va en parler, une pression des Européens pour que les choses avancent. Moi, avant cela, la première question que je me pose, c'est justement, est-ce qu'il y a vraiment un sujet ? C'est-à-dire, c'était des déclarations de Tim Cook, quand il était venu en France d'ailleurs, où il avait dit, non mais attendez, Apple est le premier contribuable du monde. Et j'avais vu d'ailleurs des fact-checkers, je ne sais plus quel était le chiffre, je crois que c'est 70 milliards d'impôts que paye Apple. Je sais pas si ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup moi aussi, mais je pense que c'est pas... possible. Enfin bref, en tout cas, les calculs qui avaient été faits par un certain... disaient que oui, peut-être, Apple était peut-être le premier contribuable du monde. Est-ce qu'à votre avis, Julien, il y a déjà un sujet autour de la fiscalité des GAFA ? Alors, je ne connais pas le cas d'Apple en particulier, mais enfin, c'est sûr qu'il y a un sujet. Alors, par contre, c'est un sujet qui est beaucoup plus large que les GAFA. Il y a un problème avec le système fiscal international aujourd'hui. C'est-à-dire que le système fiscal, il a été conçu dans les années 30, à l'époque où, 1930, à l'époque où les multinationales étaient beaucoup plus petites et beaucoup plus simples qu'aujourd'hui. Et il n'a quasi pas changé jusqu'à aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il est plus du tout adapté au fonctionnement de l'économie. Et donc, les États ne sont plus d'accord sur la manière dont ils doivent se répartir le revenu, la recette fiscale qui sont tirées des entreprises. Donc en fait, le problème, c'est plutôt un problème d'État qu'un problème d'entreprise. Et c'est un problème qui est lié à l'obsolescence du système fiscal international. Lié à l'économie digitale ? Alors, c'est pas lié que à l'économie digitale. C'est lié à un ensemble de choses. Les multinationales des années 30, c'était une boîte anglaise qui faisait des machines à coudre et qui avait une filiale en Inde. Aujourd'hui, si vous prenez l'industrie automobile, vous avez une chaîne de valeur qui est éclatée dans 30 pays différents, avec des flux. Il y a beaucoup d'incorporels, la taille est beaucoup plus importante. Donc en fait, l'économie a changé au point où les règles sont obsolètes. Alors il y a quand même un point qui est plus spécifique à l'économie numérique. Enfin, c'est alors sans rentrer dans des détails compliqués, mais les droits à taxer c'est-à-dire un État a le droit de taxer une entreprise si elle a une présence, en gros, une présence physique sur son territoire. Établissement stable, voilà, je crois que c'est le terme. Le terme de l'art, c'est utilisé. Voilà. Établissement stable. Un établissement stable, c'est pas forcément exactement une présence physique, mais enfin, c'est quand même lié à une présence physique. Donc historiquement, ça marchait, parce que quand vous faisiez du business dans un pays, vous deviez avoir une usine, des employés, un bureau de représentation, des choses comme ça. Aujourd'hui, avec l'économie numérique, vous pouvez avoir une activité économique dans un pays sans y avoir de présence physique, et donc sans y avoir de présence taxable. Et c'est un des points qui coince avec le système fiscal historique. Il y a combien de temps maintenant, je crois 2 ans, 10 ans, 2 contrôleurs des finances avaient écrit un rapport que je vous conseille de lire d'ailleurs si les choses vous intéressent, parce qu'il est très très clair et il reste le fameux rapport Colin. Voilà. J'étais interviewé. Et alors eux disaient même qu'il y avait une forme de stratégie d'évitement, c'est-à-dire que finalement la donnée numérique circulait d'État en État et il y avait une stratégie d'évitement de l'impôt mise en place par l'ensemble de ces grandes multinationales. Moi aussi, il me semblait aller un peu loin et un peu vite en besogne, parce qu'à un moment, il y a quand même des serveurs, enfin, il y a quand même des choses réelles, matérielles, qui sont regardables et qui sont sans doute taxables, mais il y a quelque chose comme ça, quand même. Est-ce que vous croyez... En gros, il disait, ce sont des entreprises qui se sont construites pour éviter l'impôt. Non, alors il y a plein de choses intéressantes dans le rapport Colin et Colin, mais je pense que ça par contre c'est pas du tout vrai. Mais je pense que en fait, si vous voulez, le sujet c'est pas tellement encore un sujet d'entreprise, c'est vraiment un sujet d'État. C'est-à-dire que vous avez des États qui disent aux entreprises venez chez moi et vous allez payer moins d'impôts. Ouais. Et donc, après, je trouve que c'est un peu déloyal de pointer du doigt les entreprises qui acceptent, parce que finalement, vous voyez, quand on vous dit mettez vos actions dans un PEA, vous paierez moins d'impôts au moment de les revendre, vous le faites. C'est des stratégies d'optimisation. C'est un peu anormal qu'on vous dise ensuite vous n'avez pas payé d'impôts sur vos plus-values, parce que c'est comme ça, c'est l'État qui l'a proposé. Donc, je pense que c'est pas tellement si vous voulez, c'est pas tellement un sujet de... Les entreprises, elles ne font que répondre aux stimuli, enfin aux incitations que leur donnent les États. Donc pour moi, c'est avant tout un sujet d'État plus qu'un sujet d'entreprise. Donc, c'est passionnant, parce que ça veut dire qu'on prend le problème à l'envers. Ça veut dire que l'Europe, plutôt que se poser la question de savoir comment elle doit taxer les GAFA,
elle devrait plutôt se poser la question de savoir comment elle arrive à une harmonisation fiscale. En fait, si vous voulez, il y a une différence entre la vraie politique fiscale et puis la communication. Donc, en vrai, le problème, c'est celui-là. Le vrai problème, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un projet à l'OCDE pour réformer la fiscalité internationale. Et c'est déjà le deuxième projet de réforme. Et ça chope parce que les États ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Alors après, c'est toujours plus facile de montrer du doigt les entreprises en disant « Ah, regardez, eux, ils ne payent pas d'impôts ». Mais le vrai problème, c'est un problème de... Si vous voulez, c'est assez simple. On parle d'un gâteau d'à peu près 9 000 milliards de dollars de profit par an. Donc les États doivent se partager ce gâteau. C'est quoi, 9 000 milliards de profit des multinationales par an. Mais là-dedans, vous mettez aussi l'industrie automobile, comme vous le disiez, toutes les multinationales. Et donc le profit des multinationales, c'est de cet ordre-là. Bon, et donc la question, c'est comment est-ce que 9 000 milliards de dollars par an. C'est pas une donnée précise, mais c'est de cet ordre-là, oui. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on se partage. Donc si on les taxe à 30%, on a 3 000 milliards, on va dire ça comme ça, à aller chercher, quoi. Ce qui n'est pas anodin. Non, c'est aussi la raison pour laquelle il y a une grosse crispation aujourd'hui autour de la fiscalité des multinationales. C'est que dans les années 30 ou même dans les années 70, le profit des multinationales, c'était pas grand-chose. Donc on pouvait très bien se permettre de mal le taxer. Aujourd'hui, c'est les montants dont vous avez parlé, c'est des montants qui ont une importance macroéconomique. Donc on peut plus se permettre, surtout dans une période un peu de disette des finances publiques, les États peuvent plus se permettre de mal taxer ce montant-là. Donc c'est devenu un problème qui est... En fait, on en parle beaucoup depuis quelques années parce que c'est devenu un problème économique important pour les États. Oui, et puis parce que... je voudrais que vous reveniez là-dessus, je trouve ça très pertinent, mais c'est très simple pour les politiques que de désigner les méchantes entreprises, en fait. J'ai l'impression qu'ils ont trouvé là un moyen de faire oublier leur turpitude. Bon, je ne veux pas spéculer sur les motivations des politiques, mais c'est vrai que... Non, mais c'est vrai que... C'est sympathique de spéculer sur les... Non, mais ce qui est vrai, c'est que c'est pas vraiment un problème d'entreprise. En fait, les entreprises, pour la plupart, ça leur est égal de savoir si elles vont payer de l'impôt en Chine, en France ou aux États-Unis. Ce qui compte... Pour les entreprises, enfin, c'est un vrai problème pour les États. C'est-à-dire la raison pour laquelle il n'y a pas d'accord en Europe, il n'y a même pas d'accord au niveau européen, donc je ne parle même pas des États-Unis et de la Chine. Les pays européens ne sont pas d'accord entre eux sur les méthodes de répartition de la base imposable. Donc c'est ça le sujet. Et en fait, vous me faites réfléchir, c'est-à-dire, pardon, je vais employer un terme pédant, mais j'en trouve pas d'autre là, et c'est même ontologique, c'est-à-dire, finalement, la France, par exemple, avec son système, qui nécessite une fiscalité assez lourde. Après, ce sont des choix politiques, on n'est pas là pour... C'est le fruit de notre histoire, etc. Mais effectivement, on doit se dire, mais mon Dieu, là-dedans, dans ces arbitrages, moi, avec mon système, je serai toujours perdante. Moi, je suis obligé d'assumer, même si là, je dis, je vais faire baisser l'impôt sur les sociétés. Je suis obligé parce que, j'ai un système mutualisé très très large qui m'impose de lever beaucoup d'impôts. À ce moment-là, effectivement, dans les choix que vont faire ces multinationales, je serai toujours perdante. Oui, alors en fait, c'est la décision pour les politiques est quand même assez compliquée parce que si vous voulez, dans la problématique de la fiscalité des multinationales, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu fiscal, c'est-à-dire combien vous allez récupérer d'impôts sur les sociétés, et il y a un enjeu d'investissement. C'est-à-dire que vous avez envie d'avoir des impôts, mais vous avez aussi envie que les multinationales installent leurs sièges, leurs usines chez vous. Très juste. Et donc, les États voudraient les deux. Mais c'est souvent pas possible, il faut faire un choix entre les deux. Et donc, si le système actuel, c'est un système qui permet dans une assez large mesure de dissocier l'endroit où vous payez vos impôts de l'endroit où vous localisez vos investissements physiques. Alors je dis dans une certaine mesure, les deux ne sont pas complètement dissociés, mais l'application stricte des règles, sans fraude ni rien du tout, la pure application des règles vous permet dans une certaine mesure de faire ça. Et donc ça permet vous pouvez avoir dans un pays comme la France, par exemple, vous avez beaucoup d'investissements. Mais vous pouvez mettre des impôts ailleurs, en partie. Et donc, c'est les systèmes de transfert. Ça, c'est le système de prix de transfert actuel. Et si vous changez complètement les règles, la France peut prendre le risque de perdre ses investissements. Donc de perdre à la fois ses impôts et ses investissements. Même si on est quand même un gros marché de consommation. Comme toujours, on est un gros marché de consommation et, qu'on le veuille ou non, géographiquement, on est au centre de l'Europe. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire qu'on est incontournable, en fait. Alors, la question du marché de consommation, c'est la question qui est au cœur de la nouvelle réforme de la fiscalité internationale. Si vous voulez, les règles historiques, elles ont plutôt tendance à mettre du profit là où vous avez des choses importantes, là où les entreprises prennent leurs décisions, là où elles possèdent leurs marques, leurs brevets, là où elles font leur R&D. Et donc, c'est ça la norme historique. Et il y a une tendance aujourd'hui
de certains pays à essayer de bouger le centre de gravité de la fiscalité vers les pays de consommation. Donc vous avez les pays riches qui disent, en fait, nous on est des pays de consommation, donc on aimerait que maintenant ce qui nous permet d'attraire de la base fiscale, ce soit plutôt la consommation. C'est ça. Mais bon, il n'y a pas de justice, vous voyez, il n'y a pas de normes évidentes de justice. C'est-à-dire, c'est pas tellement plus juste de dire ça que de parler de la R&D, parce qu'à la fin, ça va avantager les pays de consommation et ça va désavantager les pays qui produisent mais qui n'ont pas une très forte consommation intérieure. Donc c'est toujours plus ou moins un jeu à somme nulle. Chaque État, en fait, essaye de... Oui, mais quand je bois un café chez Starbucks et que une partie du prix de ce café est perçue en Irlande et au Luxembourg, du fait, donc, justement, des droits de transfert, c'est ça, des prix de transfert. Oui. J'avoue qu'effectivement, si je suis si je suis Bercy, je trouve ça quand même étrange. Vous trouvez ça étrange? Non, c'est pas vraiment étrange. Parce que on l'explique très vite, parce qu'en gros, la redevance de marque, c'est ça. Oui. Le savoir-faire. Le savoir-faire, l'immatériel, voilà. Mais oui, non, la redevance de marque, voilà, elle est installée, comme vous l'avez dit, dans les pays à plus faible fiscalité, en Irlande et au Luxembourg. Oui, mais c'est comme ça que les règles fonctionnent et ça a un certain sens. Si vous voulez, la norme fiscale, c'est de répliquer le fonctionnement du marché. Et donc le marché, il n'est pas toujours très juste. Le marché, c'est quand vous avez un super brevet, vous récupérez beaucoup de redevances. Et donc c'est cette même norme qui est répliquée au niveau fiscal. Comment tout cela peut-il évoluer ? Si vous voulez, on avait une norme qui a été conçue dans les années 30, qui a assez bien fonctionné jusqu'au début des années 2000. À partir des années 2000, les États ont commencé à se dire ça ne va pas, j'ai pas assez d'impôts sur les sociétés, il faut faire quelque chose. Donc le système, il commençait à se fissurer. Et il y a deux possibilités. Si vous voulez. Soit on arrive à trouver un nouveau consensus international, c'est-à-dire que les États se mettent tous d'accord sur une nouvelle règle de partage de gâteau. Donc ils se disent ok, on change de règle maintenant, on prend une nouvelle règle pour calculer la taille des parts. Et dans ces cas-là, tout va bien, on repart sur de nouvelles bases différentes. Soit on n'arrive pas à trouver un accord, et dans ces cas-là, le problème, c'est que si le consensus vole en éclats, chaque État va décider unilatéralement de sa fiscalité. C'est-à-dire, chaque État va dire, par exemple, si vous êtes la France, vous allez dire, ce qui compte, c'est la consommation, donc moi, je vais vous taxer un gros morceau de votre profit parce que c'est là où il y a de la consommation. Taxe sur le chiffre d'affaires. Et moi, si je suis la Chine, je vais dire, non, ce qui compte, c'est avoir accès à de la main-d'œuvre pas chère, donc je vais taxer ça, et à la fin, les entreprises vont se retrouver à être taxées sur beaucoup plus que leur profit. C'est-à-dire que si vous considérez que vous devez taxer 80% du profit d'une boîte, et que moi, je considère que je dois aussi taxer 80%, à la fin, on va taxer 160% du profit. Donc le risque, c'est ça, c'est des taxations multiples du même profit, et des taxations multiples, ça a le même effet, en gros, que des droits de douane, c'est-à-dire c'est un frein énorme au flux de capitaux internationaux et probablement un frein aussi important au flux de biens. Donc en fait, c'est un gros coup de frein sur le commerce international. Et sans doute aussi aux investissements. Oui, aux investissements directs à l'étranger. Oui, voilà, c'est ça. C'est autant de profits qui ne vont pas s'investir. Mais vous mettez les deux hypothèses parce que vous réfléchissez en scientifique. Très franchement, la négociation qui amènerait à la réalisation de votre première hypothèse, c'est-à-dire d'une nouvelle base fiscale mondiale, c'est l'équivalent d'un Bretton Woods, c'est quelque chose de considérable et qu'on a du mal à concevoir à ce stade, non ? Là, je pense qu'il faut rendre hommage au travail de Pascal Saint-Amand et de son équipe dans l'OCDE. Ils font un travail extraordinaire pour essayer justement d'aboutir à ce nouveau consensus. Parce que, si vous voulez, il n'y a pas d'organisation mondiale de la fiscalité. La fiscalité, c'est un droit, c'est l'ultime droit régalien, en fait. Alors, aucun État n'a envie de déléguer son pouvoir de taxer à une entité supranationale. Donc, la seule manière d'arriver à un accord, c'est un consensus. C'est-à-dire, on ne peut pas imposer des décisions à des États. Donc en fait, le travail de l'OCDE, c'est d'arriver à un consensus, c'est-à-dire de mettre d'accord des gens qui objectivement ont des intérêts qui sont divergents. Donc c'est vrai que c'est très difficile. Et il y a eu le premier projet a échoué. Là, ils sont en train de travailler un deuxième projet. Donc là où je suis d'accord avec vous, c'est que c'est très difficile d'aboutir à un consensus parce que précisément, les États ont des intérêts très divergents et ce serait très difficile pour les perdants. C'est-à-dire que c'est difficile pour un État de dire d'accord à un accord qui va, par exemple, leur supprimer 15% de leurs recettes fiscales. C'est impossible, il faut fermer des hôpitaux. Vous voyez. Donc d'un côté, c'est très difficile de faire ça. De l'autre,
si on ne fait pas ça, c'est-à-dire et on commence à voir le système se craqueler, hein, les taxes sur les services numériques qu'on voit fleurir un peu partout, c'est une première étape de cette unilatéralisation de la fiscalité. Et ben, si ce truc-là se développe, je pense que tout le monde a en tête que c'est un gros coup de frein au commerce international. Et en ce moment, c'est pas forcément une idée géniale une période de crise. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est compliqué. C'est difficile d'arriver à un accord, mais la solution de repli, c'est une situation catastrophique. Donc, merci Julien. Je vous en prie. Voilà, Julien Pelfic, donc, qui était notre invité sur Bismart. Pas le dernier, mais le dernier en direct, on va dire, le dernier pour aujourd'hui. Ce que je vous propose, tiens, tenez, c'est d'écouter ce que nous racontait, et on terminera avec ça, Guillaume David. Et là, on va parler de la révolution du marketing à travers les réseaux sociaux. Made in Vote. On va finir avec ça. Et nous, les amis, on se retrouve demain.